Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue parmi nous, très heureuse de vous retrouver pour cette semaine, surtout le mercredi 17 juillet. Nous nous apprêtons aussi à fêter les Verts, comme tout le monde, et bien sûr, et notre émission se met au vert également. Bonjour d'Algérie, avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie qui est là à supporter notre équipe nationale, fière de cette équipe nationale également. Nous allons beaucoup en parler aujourd'hui durant cette émission, nous allons aussi cadrer, nous allons parler aussi de nos autres invités, à savoir des invités qui nous viennent de l'université de Blida pour nous parler de recyclage des déchets. Bien entendu, c'est toujours donc d'actualité également puisque nous allons parler de ce stage qu'ils ont eu au niveau donc en Allemagne plus précisément, puisqu'ils ils se sont déplacés et ils travaillent dans le recyclage. Nous aurons le plaisir de les recevoir. Nous aurons également un reportage signé Nourhouda Bouzeguew qui a pu les rencontrer. Et puis Hamid Belkacem restera aussi dans ce domaine-là puisque lui est toujours dans sa rubrique environnement. Il nous parle de recyclage, il nous parle de protection de notre environnement. Aujourd'hui, c'est le Haut Conseil de la mer. Et oui, c'est un Haut Conseil qui a été créé en 1986 et donc il va nous en parler en détail tout à l'heure pour nous parler aussi des revendications. Nous aurons également à recevoir une artiste peintre qui viendra nous parler de son exposition. Elle est poétesse également, on fera connaissance avec elle. Elle expose en ce moment à Cherchel, à l'occasion bien entendu de la 19e édition de la rencontre d'été. Ça se passe à Cherchel. Nous avons eu le commissaire de cette exposition qui était venu nous en parler en détail. Et nous, chaque semaine, nous aurons le plaisir d'avoir quelques artistes pour nous parler de leur participation. Et puis, Mounia Witis, elle reviendra comme elle est passée donc, tout au long de cette semaine pour nous montrer les vidéos, nous faire vivre de bons moments à travers, bien entendu, les supporters algériens, des vidéos à travers le monde, tous ceux qui participent à la fête, bien sûr, de la CAN 2019 et surtout tous avec les Verts, bien entendu. Elle nous montrera des photos et surtout des vidéos. Et Hamid Smaïl Belkaidia sera parmi nous également pour nous faire vivre aussi ces bons moments à travers aussi des parcours des joueurs. Il nous parlera, lui, en tant que spécialiste des Verts. Et puis on terminera l'émission cinéma avec Nabil Kitouni et son invité. Il s'agit de l'Arbi Lekhal qui sera parmi nous pour nous parler de son actualité. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie et ce, jusqu'à 10h du matin. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Mina Abed pour la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Voilà, la voici. Alors, comme disait hier Smaïl Belkaidia, je ne sais pas pourquoi Hamid Belkacem, j'arrive pas. Smaïl Belkaidia, il disait toute l'équipe du Bonjour d'Algérie va prendre un numéro de l'équipe nationale pour jouer. Parce qu'on est toutes prêtes à jouer et voilà, c'est normal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, comment ça va? Bonjour. Ça va, bonjour. Vous avez un beau maillot, vous aussi? Oui, si, j'aime bien. Les couleurs, il faut bien, hein? Il le faut. Voilà. Pour soutenir notre équipe. On va voir le temps qu'il va faire aujourd'hui. Oui. Il va faire chaud? Un petit peu. Un petit peu. Allez-y, on vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil en cette début de matinée. On entra un petit peu de brume, notamment sur les côtes de l'ouest. Et puis le ciel restera dégagé en journée. On entra un ciel voilé sur les régions intérieures et les Aurès avec possibilité de quelques faibles pluies, notamment vers l'intérieur ouest et centre. On notera quelques orages également sur les Aurès. Sur la partie sud, on notera un ciel voilé, passagèrement nuageux sur l'extrême sud, le Gard et le Tassili, le sud-ouest, les oasis, le Nord Sahara et la Saoura avec quelques pluies éparses, mais pas grand-chose sur le Nord Sahara et les oasis. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 36 degrés, à Alger on notera jusqu'à 40, à Tizi Ouzou 30 degrés, à Annaba 35 degrés, à Constantine 39, Gardaya on notera 43 degrés, à Bachar 47, à Tindouf 44 degrés pour l'extrême sud et enfin 49 degrés, ça sera la maximale à Adrar. Place tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, le ciel restera plutôt dégagé, un peu nuageux à Paris, Bordeaux, Marseille, Berne. Nuageux en revanche à Lisbonne ainsi qu'à Londres. Côté Mercure, on notera 29 degrés à Paris, 31 degrés à Bordeaux, 34 à Madrid, 28 à Marseille, 27 à Berne, 24 à Berlin, Prague et enfin 29 degrés à Athènes. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Suivez
Suivez l'air du temps avec Mobilis. Donc, il faudra bien s'hydrater quand même, il faudra faire attention, pas de prendre de coups de soleil, faire attention. Oui, vous avez des casquettes, toutes sortes de casquettes aujourd'hui sur le marché, toutes sortes de vêtements. Vous pouvez vous habiller aux couleurs des verts, en blanc, en rouge, et des casquettes, bien entendu. Ouais. Ça fait partie aussi de... Aujourd'hui, toute l'Algérie est en vert, en blanc, également. Rouge, vert. Ouais, Oui, ouais. ça fait Les plaisir. couleurs de l'emblème national. Exactement. Ouais. Ça fait plaisir. Alors, vous avez votre chanson déjà apprise? Pas du tout. Pas du tout. Les joueurs préférés, vos joueurs préférés en ce moment? Mais écoutez, j'aime bien, bon, comme tout le monde, Riyad Mahrez. Bien oui. Voilà. C'est lui qui a marqué le coup franc. Mboulhi aussi, Oui. grand joueur. Enfin, ils Exactement. le sont tous. Hein, ils le Ouais. sont tous. Avec Smaïl, tout à l'heure, on va un petit peu décortiquer l'équipe et on va essayer de parler un petit peu des parcours des uns et des autres pour comprendre un petit peu mieux comment s'est formée cette équipe, solide surtout et très soudée. Très solide, exactement, très soudé. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, 1, 2, 3. Vive l'Alger. À tout à l'heure, Mina. On va vous retrouver pour d'autres bulletins météo. En attendant, faites la fête. En attendant, bien sûr, Comme tout le monde. le jour J. Ah oui, Voilà. il le faut. Très bien. Allez, bonne journée à vous. On va vous laisser apprécier ces rythmes puisque nous avons énormément de chansons et d'artistes qui se sont aussi intéressés à la chanson sportive. Eh bien, on va écouter tout de suite Sonia et on se retrouve juste après.
l'ambiance des artistes et surtout qui aussi veulent participer à leur façon pour encourager les Verts. Et ça fait plaisir parce que bien entendu, tous les supporters fredonnent toutes sortes donc de chansons à leur goût bien entendu. Hamid Belkacem est là aussi, il va pas chanter lui, il va nous parler du Haut Conseil de la mer, mais lui aussi il supporte à fond l'équipe nationale. On est vert, hein, bonjour on est très Hamid. Écolo. Bonjour Ahmed, Oui, bonjour et à le vert tous. c'est une couleur qui vous sied bien, Voilà, vous qui êtes écolo. on est convaincus, vert et mûr, et Oui. j'espère que ça va très bien se passer pour l'équipe nationale, Inch'Allah. pour les verts nationaux que nous supportons de tout cœur. C'est une couleur que vous aimez bien, vous. Hein? Mais c'est une couleur qui me sied bien, que j'aime bien et que je défends bien aussi. Exactement, on va en parler tout à l'heure. Alors on va parler aujourd'hui du Haut Conseil de la mer qui a été créé en 1998. Justement, demain, ce sera le C'est demain. 21e anniversaire de la création du ACM, qui est le Haut Conseil de la mer. Ça fait quand même un petit peu... Ça fait 18 juillet. 18 juillet 1998, ça fait quand même 21 ans. Il est vrai que l'Algérie a connu des hauts et des bas ces dernières années, mais il se trouve que nous avons un littoral qui est quand même assez conséquent, 1622 kilomètres, des îlots, des îles. Il y a beaucoup d'activités qui se font sur le littoral. Bon, parce qu'on est en été, on parle beaucoup de la saison estivale, mais le littoral algérien est riche de par ses activités. Les plus connues sont les activités liées au transport, mais depuis une bonne quinzaine d'années, l'Algérie boit et se nourrit à partir des stations de dessalement d'eau de mer, qui a pratiquement 11 stations, enfin 10, c'est une 11e usine. Hein. C'est des capacités quand même qui sont assez importantes. Il y en a même qui font 500 000 mètres cubes jour. C'est Ça a complètement changé la donne au niveau donc, des consommateurs, des ménages aussi. Il y a de l'eau. L'eau est disponible voilà, H24 parce qu'il y a eu un investissement lourd, hein, c'est un investissement très lourd qui a consenti le trésor public, enfin les pouvoirs publics, pour satisfaire l'alimentation en eau potable des Algériens. Vous avez tout ce qui est activité liée au tourisme, à la pêche, au transport, aux loisirs, à la jeunesse. Oui. Les clubs sportifs. Les clubs sportifs, les associations, vous avez les associations, les y clubs compris de voile, de plongée sous-marine, il y a le kayak en mer qui se développe aussi. Et vous avez tout ce qui est autre. Les communications, on le sait, lorsqu'il y a un câble sous-marin qui est rompeux, c'est le câble sous-marin d'Internet, d'accord? On en a fait les frais il y a On en a fait les frais, ça fait quelques années. Oui. Au jour d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de centrales électriques qui sont implantées sur le littoral parce que c'est ce qu'on appelle le cycle combiné. Donc, il y a un refroidissement par eau de mer, d'accord? Et donc, c'est sur le littoral. Il y a des activités aussi comme la pêche qui se pratique dans des fermes aquacoles, non pas sur terre, mais en mer. Donc, il y a un certain nombre d'activités, sans parler de ce qui est lié directement à l'énergie à travers les ports pétroliers ou alors à travers les gazoducs. Bien sûr, parce qu'il y a des stations en pleine mer. Il y a des stations en pleine mer de chargement et il y a des pipes qui relient l'Algérie à l'Italie et l'Algérie à l'Espagne à l'ouest. Donc, toutes ces activités doivent être coordonnées. C'est pour cela que le législateur a bien fait les choses et a créé en date du 18 juillet 1998, le Haut Conseil de la mer. C'est un décret présidentiel qui a donné naissance à ce décret. On peut faire juste une petite lecture de... Et vous me disiez, pas moins de 16 ministres siègent. Voilà, il est présidé par le chef du gouvernement, exactement. Ça c'est l'article 3. Présidé par le chef du gouvernement, le Conseil comprend les membres suivants. Alors, le représentant du ministère de la Défense, les Affaires étrangères, les collectivités locales, la justice, les finances, les transports, la pêche, l'énergie, les mines, le commerce, l'enseignement supérieur, la santé, l'environnement, l'aménagement du territoire, le tourisme et la culture. Eh bien, pourquoi? Parce que malheureusement, il ne se réunit pas, le Haut Conseil. Et ils peuvent se réunir que 2 fois par an. 2 fois par an. Mais il ne s'est jamais réuni depuis 1998 parce qu'on a oublié l'Algérie, malheureusement, tourne le dos à la mer sur le plan stratégique. Or, ce Conseil, il est précisé dans son article 2, il est chargé notamment d'évaluer régulièrement la mise en œuvre des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la mer et de décider des mesures appropriées, de fixer l'ensemble des moyens nécessaires à la préservation de la sécurité de la navigation et à la sauvegarde des vies humaines en mer et du milieu marin, de fixer les mesures nécessaires à prendre et les moyens à mettre en œuvre pour une gestion intégrée et durable des espaces maritimes sous juridiction nationale du littoral. Alors,
une gestion intégrée et durable. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des plans de développement. Il y a des plans de développement sectoriels, celui de la pêche, celui des ressources en eau, celui du tourisme et tout. Malheureusement, il se trouve que ces derniers temps, ces secteurs activent, mais de manière, j'allais dire, individuelle et individualisée. Le secteur de l'énergie a besoin de faire des explorations en offshore, parce que l'Algérie, j'allais dire malheureusement ou heureusement, a des ressources liées au pétrole, aux activités liées au secteur des hydrocarbures, et il faut régulièrement prospecter pour maintenir son niveau de production et maintenir des recettes en devises pour pouvoir faire fonctionner le pays. Dernièrement, à Béjaïa et du côté d'El Rala, il y a des prospections. Mais à partir du moment où le secteur de l'énergie travaille, essaie d'être performant, et qu'il n'y a pas d'autorité, de véritable chef d'orchestre sur l'espace littoral et maritime, qu'est-ce qui se passe? Là, ce sont les supporters, c'est bien, les supporters. qui continuent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fermes aquacoles qui sont en voie d'être réalisées juste en face de ces futures stations offshore. Il y a des zones d'expansion touristique, il y a des stations de dessalement. Donc, faute de véritables chefs d'orchestre, on est en train de développer notre espace maritime et littoral, mais de manière individuelle et individualisée, et on risque d'avoir des bobos. C'est pour ça qu'il faudrait réfléchir à remettre au goût du jour et à installer, à rendre opérationnel le Conseil de la mer pour pouvoir... Vous savez, au jour d'aujourd'hui, l'Algérie a même participé au Kenya, à Nairobi, ça fait pas très longtemps. L'économie bleue... Conseil de la mer un peu partout dans le monde. Dans le monde, et l'Algérie s'inscrit dans ce sillage, c'est le cas de le dire, de ce développement mondial de l'économie bleue. Nous avons tous les moyens, nous avons le potentiel pour réussir, nous avons des universités pour faire des recherches, pour assurer la gestion intégrée du littoral. Malheureusement, on ne comprend pas. On ne comprend pas. En 21 ans, le Haut Conseil de la mer ne s'est pas réuni et bon, il faut qu'il le fasse. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent justement pour améliorer les conditions et donner quelques conseils parce que ce Haut Conseil de la mer est financé par l'État. Donc, il y a eu des chercheurs, il y a beaucoup de personnes qui y travaillent et bien entendu, c'est pour améliorer notre environnement. Lorsqu'aujourd'hui on parle d'économie bleue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une transition aussi économique que l'Algérie avait de son formidable littoral. On ne le rappellera jamais assez, 1622 km de côte, c'est quand même important. Il y a plusieurs laboratoires dans plusieurs universités. Nous avons en Algérie la chance d'avoir une école nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral. Il y a des laboratoires très pointeux de géosciences marines à l'image de l'USTHB de Babzouar. Il y a même aujourd'hui des archéologues qui travaillent dans l'archéologie sous-marine. Vous avez l'IGEMO qui est l'Institut de génie maritime d'Oran. Vous avez le Commissariat national du littoral. Vous avez plein d'organismes où ce sont de véritables laboratoires qui travaillent avec des équipes pluridisciplinaires. Vous avez même dans certains laboratoires où des gens travaillent sur des algues à des fins thérapeutiques, pharmaceutiques, parapharmaceutiques. Riches en protéines. On a eu donc ces expériences, des expériences qui ont été menées à Tamanrasset aussi, la spiruline notamment. La spiruline notamment, c'est quelque chose de magnifique, mais sur tout l'espace littoral, il y a des activités à développer. Il y a des activités à développer, et lorsqu'on développe des activités, il y a de la création d'emplois, de la création de richesses. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de fermes aquacoles. Vous avez dans le secteur touristique, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus à la thalassothérapie, à la balnéothérapie. Et vous savez que, vu la position géographique de l'Algérie, on est à même de recevoir des touristes, y compris des rives nord de l'Europe, de la mer Baltique et autres, qui sont très intéressés pour venir parce que le climat s'y prête. C'était à une certaine époque le cas pour l'Algérie. C'était bien sûr des touristes qui venaient pour se soigner. Pour se soigner parce que la température est bonne. Le soleil, il y avait bien sûr la mer et tout ce qui va avec. L'hospitalité légendaire des Algériens. Et au jour d'aujourd'hui, cette économie bleue est un petit peu freinée parce qu'il faut avancer de manière intégrée. Il faut associer tous les centres de recherche pour pouvoir faire arriver notre littoral à un peu plus de rentabilité. Au jour d'aujourd'hui, le littoral, malheureusement, il faut le dire, il faut l'avouer, c'est beaucoup plus un espace de détente et seulement durant la saison estivale. Or, l'Algérie peut occuper, les Algériens peuvent occuper leur littoral durant
toute l'année. Il suffirait seulement de faire confiance aux scientifiques algériens pour pouvoir faire les aménagements, mais vraiment très basiques, très nécessaires, très, très simples, pour pouvoir occuper le littoral tout au long de l'année. Bien il y a sûr. Oui, allez-y, oui. Il y a un mandat aussi qui est normalement, donc chaque année, tous les 3 ans, on a un nouvel élu, c'est cela? C'est cela. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Le Haut Conseil de la mer est présidé par monsieur le chef du gouvernement. Actuellement, c'est le Premier ministre. Il y a 16 ministres qui y siègent. Il y a, pour gérer les affaires courantes, un secrétariat permanent. Le secrétaire permanent est nommé. Il a le rang de secrétaire général de ministère. Il est assisté dans ses travaux par 4 directeurs d'études et 8 chargés d'études. Et le secrétariat permanent est une institution de l'État algérien qui prépare tous les dossiers relatifs à la compétence du Haut Conseil de la mer. Et Dieu seul sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de dossiers. Je vais vous donner juste, pour illustrer, un exemple. Le secteur de l'énergie a besoin de produire de l'énergie parce qu'on est malheureusement grand gaspilleur d'énergie On en a parlé chaque semaine, on en parle malheureusement. On donne des exemples, mais bon. Mais ça ne suffit pas. La clim, la mise les en portes pratique ouvertes, est difficile. Très difficile parce que les prix sont largement subventionnés. Donc il y a eu la centrale de Toudit Darawouch dans la wilaya de Tarf à l'extrême est de l'Algérie. Cette centrale est très importante parce que c'est dans une région où il y a un déficit en termes d'énergie. Donc il fallait une grande centrale. Il fallait une centrale aussi qui soit pas loin de la mer. Oui. Donc d'une capacité importante, pas loin de la mer pour le cycle combiné, pour pouvoir être refroidi à l'eau de mer. Ok, c'est bien, c'est magnifique. Sauf que une centrale électrique a besoin en amont de gaz naturel, a besoin d'être à proximité de la mer pour le refroidissement, et a besoin aussi de pylônes électriques pour pouvoir évacuer cette énergie, la transporter jusqu'au destinataire. Voilà. Ok, on a déjà fait passer le gazoduc qui va vers l'Italie par le magnifique parc national d'El Rala, par une région forestière. Ensuite, on a dû aussi faire passer le gazoduc pour la station de production d'électricité, Toudit Darawouch. Et dernièrement, les pouvoirs publics ont décidé de réaliser une grande unité de dessalement parce qu'à l'est du pays, il y a toujours un manque d'eau. Vous savez que l'Algérie est un pays qui est j'allais dire pas désertique, mais qui connaît, c'est un pays semi-aride, mais qui se dirige vers l'aridité, donc il y a toujours des déficits en matière d'eau potable, et donc les pouvoirs publics ont décidé de réaliser une nouvelle station de dessalement. Dessalement ou une véritable usine, Toudit Darawouch. Mais on aurait pu gagner avec la gestion intégrée du littoral ou la gestion intégrée des zones côtières, c'est un concept qui est en vigueur un petit peu partout à travers le monde, on aurait pu, avec ces gestions intégrées, placer côte à côte et la station de dessalement et l'usine de production d'électricité et la centrale électrique. Pourquoi? Parce que la station de dessalement a besoin d'énormément d'énergie pour pour dessaler de l'eau de mer. Et la station électrique est juste trop loin. Et ça gâche le paysage avec les pylônes. Juste à côté, bien voilà, sûr. ça c'est un exemple flagrant de gestion, de non-gestion intégrée des zones côtières. Vous avez aussi, pas loin, le Haut Conseil de la mer aurait peut-être joué un rôle, là encore une fois. Voilà, parce que il y a plusieurs comités ad hoc et c'est le lieu, le carrefour de l'intersectorialité de l'espace maritime et littoral. C'est là où les gens se bagarrent pour faire arriver leurs projets. C'est dans le Haut Conseil, c'est au sein même du Haut Conseil de la mer que les ministres... Souvent, ce sont des batailles, mais c'est avec... c'est de la discussion que j'ai eu la lumière. On aurait pu avoir corrigé. C'est un lieu où le chef du gouvernement arbitre les dossiers liés. Et donc l'Algérie a besoin de projets, mais l'Algérie a besoin d'avancer de manière, j'allais dire, correcte, réfléchie et pensée. Tout à fait. Que font les associations avec ce Haut Conseil de la mer? Est-ce qu'il y a donc un échange avec le monde associatif qui est très actif aussi? Vous savez, les associations sont en principe partie prenante du Haut Conseil de la mer. Le Haut Conseil de la mer a un secrétariat permanent. Il fait appel à n'importe quelle personnalité du monde scientifique ou des associations pour travailler ensemble. Sauf que, vu l'absence flagrante sur le terrain du Haut Conseil de la mer, or, il a un rôle majeur parce que c'est la véritable locomotive
de l'économie bleue, c'est la véritable locomotive de tout ce qui a trait à la gestion de ces zones côtières, enfin l'espace maritime, l'espace littoral. Il se trouve toujours d'aujourd'hui, les associations travaillent avec les solotat al-mahliya, avec les collectivités locales. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais en général ça marche. On le voit très souvent, il y a de très bonnes opérations qui se font, mais encore une fois, ce n'est pas une action concertée. La mer, l'espace maritime, a besoin d'une vision globale, d'une stratégie globale qui se décline au niveau central, au niveau du gouvernement algérien, et ensuite qui doit être répartie tout au long du littoral à travers les wilayas délégués ou les daïrats et les APC. Malheureusement, nous n'avons pas une vision stratégique pour la mer en Algérie, et ça fait quelque peu mal. Dommage. Nous avons une zone économique exclusive qui est très élargie, mais il faut des compétences et il faut un lieu de concertation pour régler tous les différents... Vous savez... Qui peuvent subvenir surtout, parce que tous les jours, il y a donc des difficultés à gérer et trouver des solutions rapidement pour pouvoir... On est pas seul en mer. Oui, on n'est pas seul en mer, justement. La Méditerranée, c'est le milieu... Au point de vue aussi gouvernemental, bien entendu, avec nos pays aussi voisins. Nous avons cette Méditerranée en commun, donc le Haut Conseil de la mer siège un peu partout à travers le monde. Nous ne sommes pas le pays le plus pollueur, donc non, à travers sûrement pas. Le monde. Justement, il y a aussi des obligations envers des obligations. ces pays. Vous savez, vous avez la Convention de Barcelone. La Convention de Barcelone stipule qu'à l'horizon 2020, plus aucune molécule d'eau usée ne doit être déversée en mer. C'est ça. Qui doit il y a des taxes. Gérer. Il y a des taxes. Oui, au niveau gouvernemental. Elle est vous savez, en matière de droit, notamment le droit maritime international, il y a beaucoup de contraintes. Oui. Il faut des spécialistes. Nous avons, heureusement et Dieu merci, des spécialistes en droit de la mer et en droit maritime. Protéger nos espaces. Nos ressources. Et vous savez que le droit maritime est quelque chose de très pointu. Vous avez des spécialistes de ce qu'on appelle les zones contiguës. Quand vous avez une zone économique exclusive, elle n'est pas si carrée que cela parce qu'elle peut déborder sur des eaux intérieures et donc sous souveraineté nationale d'un autre pays, donc il faut des arbitrages. Or, souvent, faute d'arbitrage, on est lésé. D'accord au sein du Haut Conseil de la mer, on aurait pu avoir beaucoup de choses liées à tout ce qui est aujourd'hui pollution par le plastique. Activité industrielle sur le littoral. Le Haut Conseil de la mer aurait pu mettre le haut là sur un certain nombre de projets et demander au secteur ministériel concerné de revoir sa copie pour pouvoir intégrer cet investissement créateur de richesse et d'emplois dans une politique cohérente et concertée. Or, faute de lieu d'arbitrage, chacun essaie, ce qui est normal, lorsqu'on est ministre de la République, on essaie de faire avancer son secteur, ce qui est tout à fait normal. Lorsqu'on est une entité économique et on a un plan de développement, je pense particulièrement à celui de la pêche ou celui du tourisme, il faut faire avancer les choses. On a eu une véritable catastrophe écologique parce qu'il n'y a pas de concertation. Il y a du côté de l'ouest du pays une magnifique, c'est la seule pour le moment aire marine protégée, celle des îles Habibas. Et vous avez en face une magnifique plage qui est aujourd'hui fait l'objet d'un aménagement pour faire un abri de pêche, un petit port de pêche. Or, il y aurait eu un espace de concertation, cet abri de pêche, qui a été fait sur le territoire contigu, j'allais dire, entre les wilayas d'Oran et d'Ain Mouchent, mais en l'absence totale des représentants de la direction de l'environnement. Et donc, protéger notre environnement, et c'est une affaire de tous. Évident. Vous le dites souvent d'ailleurs dans votre émission, c'est l'affaire de tous. Il faut justement se concerter pour ne pas faire d'erreurs, des erreurs qu'ont pu faire aussi d'autres pays. Prendre exemple justement l'urbanisation au niveau donc des plages. Le Haut Conseil de la mer est venu justement parce qu'il y a eu de malheureuses expériences à travers le monde. Et l'Algérie, qui avait commencé à essayer de gérer son littoral, a commencé par installer le Haut Conseil de la mer avant la promulgation de la loi littorale. Le Haut Conseil de la mer a été créé par décret présidentiel le 18 juillet 1998 et la loi relative à la protection et à la valorisation du littoral, c'est le 5 février 2002. Et donc, on espérait que ce Haut Conseil allait
tracer le cap vers un véritable développement durable du littoral. Malheureusement, il ne s'est jamais réuni. Aujourd'hui, il a été créé justement pour pallier aux mauvaises expériences des pays du nord de la Méditerranée. Finalement, on a fait tout le contraire. Oui. Et donc aujourd'hui, c'est un appel carrément au Conseil de la mer de pouvoir aussi répondre à certaines interrogations, que ce soit par les scientifiques, les associations aussi, le monde de la pêche, surtout, les estivants. L'Algérie a besoin. C'est une plus-value surtout pour le pays, bien entendu. Il existe, mais il n'existe que sur le journal officiel, malheureusement. Il faudrait lancer appel aux plus hautes autorités du pays pour remettre, pour rendre opérationnel le Haut Conseil de la mer, pour qu'il puisse prendre en charge toute la dimension marine et littorale de l'Algérie. Vous savez, le nombre s'il y a 16 ministres qui siègent au sein du Haut Conseil de la mer, c'est pas pour rien, c'est parce que la mer, c'est une partie du territoire algérien, et c'est le cœur, le HCM, le Haut Conseil de la mer, c'est le cœur de l'économie bleue. Tout à fait. Alors, on va parler aussi donc de ces associations et des organisations non gouvernementales quelquefois. Donc, ils se battent eux aussi sur le terrain, à l'exemple de Greenpeace, qui font aussi un travail de dénonciation carrément forcé, avec force au niveau gouvernemental également. En fait, c'est un jeu, c'est une juste répartition des tâches. Oui. Les ONG agissent en tant que lanceurs d'alerte. On a besoin de lanceurs d'alerte. Et puis, il y a l'activité et l'action diplomatique de l'État. En Algérie, on a bien fait les choses, ça fait, j'allais dire, un peu plus de 40 ans en arrière, avec la création du service national des gardes-côtes, le 3 avril 1973. Le service national des gardes-côtes, qui dépend des forces navales, donc du ministère de la Défense, c'est le service central c'est lui qui dirige l'action de l'État en mer. Mais ça reste un secteur sensible, étatique. Il faudrait qu'il soit supporté sur le littoral par des entités civiles et par le mouvement associatif. Et dans cette triangulaire action de l'État en mer, collectivité locale et mouvement associatif, au cœur aurait dû y avoir le Haut Conseil de la mer. Donc quand les associations épinglent sur le terrain une activité qui est anormale, comme des rejets d'eau usée ou des balastages, il y a un acteur qui est absent, qui aurait dû, lui, assurer la coordination. En fait, en Algérie, notre espace littoral et maritime est très mal géré parce qu'il y a absence de l'acteur principal, qui est l'organe de coordination intersectorielle de l'espace maritime et littoral. Et donc, il faudrait qu'il soit installé, rendu opérationnel, pour que chacun puisse trouver ses marques et que l'Algérie puisse avancer de nouveau d'une manière cohérente. Parce que, et encore une fois, faut-il le rappeler, beaucoup de secteurs travaillent sur le littoral, mais de manière individuelle et individualisée. Résultat des courses, c'est un développement, j'allais dire, peut-être pas anarchique, mais semi-anarchique. On n'avance pas tous sur le même front. Bien sûr. Résultat des courses, on dépense beaucoup d'argent, on le voit. Et partout dans le monde, puisque bien entendu, ces ONG travaillent au niveau international, donc ils dénoncent certaines choses au niveau international, donc il y a aussi des manquements à tous les hauts conseils de la mer, finalement. Vous savez, tous les pays, aujourd'hui, quand vous voyez ce qui a été fait, par exemple, en Floride ou en Bretagne, ou un petit peu partout, aux Philippines, concernant le passage des pétroliers. Beaucoup de pays, grâce au travail fait par les associations, par les organisations non gouvernementales, type Greenpeace et autres, ont dû décaler vers le large, les routes, les rails, en fait on appelle ça des rails de passage, des super pétroliers, pour permettre à tout ce qui est l'équivalent des garde-côtes ou des remorqueurs de haute mer de pouvoir intervenir et d'éloigner la menace du littoral, des côtes. Tout simplement parce qu'il y a un travail associatif qui est bien fait. Les associations sont au cœur, tout simplement parce que... Ce qu'on avait vu sur les RICA, avec le bateau RICA en France, je crois que c'était sur les plages bretonnes. Bretonne, c'est ça. Et ça avait fait des dégâts terribles sur l'environnement. Ah oui, il y a eu la Motoukadi, avant dans les années 70. Tout à fait. Régulièrement, vous savez, au large de l'Algérie passent 1500 pétroliers. Parce qu'il y a d'un côté le détroit de Gibraltar et de l'autre côté le canal de Suez. Donc 40% de l'activité
commerce maritime passe au large des côtes algériennes, on doit être très vigilant. Et le travail des associations doit être d'abord un travail éducatif. Il y a les associations de protection de l'environnement, mais pas que, parce que les associations de pêcheurs défendent leur gagne-pain. Parce que si marée noire il y a, les premiers à en pâtir, ce seront les pêcheurs professionnels, parce qu'ils n'auront plus d'activité. Déjà ils ont quelques mois durant l'année pour pouvoir pêcher. Il y a donc la réglementation de la pêche. Il y a le repos biologique, on est en plein dedans. C'est juin, juillet, il y a une réglementation accrue aussi de la pêche, des activités de la pêche. Il y a quelques mois, très réglementée au niveau international. Alors, on va voir ensemble un reportage. Hamid, on parle beaucoup de notre plage, nos plages et la mer. On va voir une plage qui est normalement interdite à la baignade. C'est du côté donc de Tlemcen. C'est la plage Barbari, Djani, et c'est donc Flabras qui nous fait justement ce reportage pour alerter donc la population à ne pas se baigner. Malheureusement, il y a encore des personnes qui vont se baigner. Regardez. Né à la plage Barbadjani, ce lieu magnifique attire plus d'un touriste, malgré son isolement. Avant de venir ici en famille, je consulte d'abord la météo. Je ne veux pas m'aventurer et nous mettre en danger. L'endroit est superbe, c'est le réel calme. On est loin des bruits stridents de la ville. Les éléments de la protection civile sont présents, que demander de plus? Et dans le cadre de la coopération entre le secteur du tourisme et les éléments de la protection civile, des actions communes sont entreprises, notamment la sensibilisation des estivants pour la préservation des sites et ce pour la sécurisation des lieux en respectant les consignes de baignade. La plage de Barbadjani est une plage non autorisée à la baignade. Mais comme il y a une grande affluence, nous effectuons des tournées. Nous avons enregistré un seul décès cette saison à la plage Sitiyat. Comme vous avez remarqué, nous trouvons des difficultés pour accéder à certaines plages. Nous sensibilisons les estivants afin de préserver les lieux. En somme, la plage Barbadjani, non autorisée à la baignade, continue d'accueillir un nombre important de baigneurs. La vigilance est de rigueur, surtout avec la montée de la marée, où l'accès pour les secours devient quasiment impossible. Alors, c'est vrai qu'il y a des récalcitrants et des personnes qui, malgré l'interdiction, se baignent quand même. Ça, c'est dangereux pour eux. C'est très dangereux parce que quelquefois, ce sont donc des plages interdites d'accès. Et quelquefois même, ils sont obligés de plonger. Il y a des rochers. C'est très dangereux. Apparemment, sur cette plage du littoral de Wilaya Ain Mouchid, elle est jolie. Elle est belle, très jolie, sauf qu'il n'y a pas d'accès. C'est une plage qui est en bas de falaises. Et donc, on y accède par voie maritime, donc par embarcation. Mais si il y a une noyade, il y a impossibilité totale de faire une évacuation par ambulance. Donc, il n'y a pas d'accès. Et l'un des critères d'interdiction des plages, c'est la présence d'eau usée, les rochers à fleur d'eau, mais surtout l'inaccessibilité de la plage. C'est ça qui rend, comme vous avez dit, le sauvetage très difficile. Très difficile. Il y a un autre, on fait le lien avec le Conseil de la mer et sa composante scientifique. L'un des critères souvent qui est méconnu par les autorités locales, mais qui est très connu par les scientifiques, ce sont les courants. En principe, dans l'un des critères, ou le 4e critère qui aurait dû être arrêté pour interdire éventuellement les plages, c'est la présence de courants. Et la présence de courants est détectée par des courantomètres, et ça, c'est une spécialité des sciences de la mer. Et donc, en mettant en place des courantomètres, en mettant en place une cartographie des courants du bassin algérien, on pourrait interdire ou ouvrir des plages. Et sécuriser les plages, c'est la mission des pouvoirs publics. Voilà, c'est très dangereux aussi, les courants, parce que vous avez vos enfants, vous les laissez sur un lieu, une place bien précise de la plage en face de vous, vous les retrouvez un peu plus loin s'il n'y a pas suffisamment de vigilance. Il y a des courants sur lesquels, on va en parler, durant l'été, c'est les courants de Baïn. Et les courants de Baïn, c'est des courants qui entraînent vers le large, mais il ne faut pas se battre contre un courant. Enfin, c'est pas possible, c'est une telle force que, mais il faut aller, j'allais dire, perpendiculairement pour pouvoir sortir sain et sauf
2 voire 3 kilomètres plus loin. Mais on arrive à sortir. Par contre, si on essaye de se bagarrer avec la mer, c'est peine perdue. Oui. On coule, on se fatigue, on perd toutes ses capacités physiques et on coule. Mais tout cela doit être clarifié par des études scientifiques et matérialisé sur le terrain par un balisage. La présence de courants de baïne est une interdiction formelle mais de baignade. Mais on peut faire des activités sur le littoral autres que la par exemple, les activités maritimes avec les sports nautiques, c'est un formidable allié au contraire, on peut faire de la voile, de la planche, le kitesurf, on peut faire du kayak, on peut faire de l'aviron durant la saison estivale. Donc il y a un certain nombre d'activités qui peuvent être pratiquées durant quasiment toute l'année. Bien sûr, le courant est fortement recommandé. C'est fortement recommandé. Bien sûr, c'est un allié. Pour certaines, on peut faire même des activités de pêche parce qu'il y a un certain type de courant. Exactement. Alors c'est très dangereux. La mer, c'est beau. Vous avez parlé donc du Haut Conseil de la mer. On parle aussi de ces activités subaquatiques. C'est vraiment la haute saison aujourd'hui. Au sein de votre association, l'association Récif, vous avez tout un programme tout au long de l'année. Vous le démultipliez durant la saison estivale ? Vous savez, une association est basée sur des bénévoles. Et les bénévoles s'organisent tout au long de l'année pour pouvoir faire des stages de plongée sous-marine, de l'initiation. L'Algérie, à travers la Fédération algérienne des activités subaquatiques, du sauvetage et du secourisme, a adhéré à la Confédération mondiale des activités subaquatiques. Donc, toutes les associations algériennes qui sont affiliées à la Fédération algérienne, ce sont des écoles de plongée où l'on apprend, où l'on enseigne de la plongée, où il y a des stagiaires qui arrivent après une dizaine de séances pratiques et une dizaine de séances théoriques à décrocher leur fameux sésame, c'est-à-dire le brevet de plongeur premier degré. Très bien. C'est une activité qui se fait tout au long de l'année, surtout parce qu'il y a gros mauvais temps. Mais en été, par contre, au lieu que ce soit tous les week-ends, c'est tout le temps. C'est 7 jours sur 7. Donc, les moniteurs, les instructeurs de plongée sous-marine prennent leur congé et essayent de s'organiser pour que ce soit 15 jours avec la famille, 15 jours dans le centre ou le club de vous plongée sous-marine. Vous êtes tout le temps en vacances, vous, hein? On est tout le temps en vacances, on est tout le temps bronzé. Vous êtes tout le temps en vacances, vous êtes tout le temps bronzé, vous allez tout le temps vous baigner. Et donc, c'est vraiment une détente, un travail qui est une détente. Vous savez, il y a des gens qui pratiquent des sports collectifs comme le football, le basket, le hand ou l'équitation. Il y en a d'autres qui font de la plongée. C'est tout au long de l'année, sauf que la charge est un peu plus importante en été parce que les Algériens, enfin les gens en général qui travaillent sont en vacances, les étudiants, les élèves sont en vacances et c'est le moment où la mer est un peu plus calme que le reste de l'année et donc beaucoup plus propice à l'apprentissage de la plongée sous-marine. Tout à fait. Et il y a de plus en plus de personnes qui désirent faire des stages, donc c'est vraiment la haute saison. C'est la haute saison, on aura l'occasion de vous retrouver durant la saison estivale. On fera nos émissions en bord de mer, donc Inch'Allah, et puis on aura l'occasion de parler, bien entendu, de toutes ces activités subaquatiques avec vous et avec d'autres invités. Inch'Allah, c'est tout au long. Vous savez, l'été se prolonge jusqu'au... La saison estivale, faut-il préciser encore une fois, va au-delà de la rentrée sociale et scolaire, puisque c'est jusqu'au 30 septembre. Exact. Et peut-être qu'on aura une activité principale le samedi 28 septembre, c'est la journée mondiale de la mer. Eh ben voilà. On aura l'occasion d'en parler, bien sûr. On va faire une émission flottante à ce moment-là. D'accord ? Très bien. Sinon, alors, vous avez suivi les matchs, vous avez vu, vous êtes de ces personnes qui regardaient le match du début jusqu'à la fin, ou vous cachez un petit peu les yeux ? Je me suis à plusieurs reprises caché les yeux. Je me suis réfugié chez ma mère, parfois, mais c'est vrai que c'est très fort. C'est très fort en émotion. C'est très fort en émotion et on se rend compte que c'est tout un pays qui, et même au-delà, parce que la communauté algérienne installée un petit peu partout, on s'est rendu compte qu'il y avait des Algériens sur tous les continents. Et c'est quelque chose de très fort parce que, c'est une équipe compacte qui fait plaisir à ces millions d'Algériens. C'est une équipe qui est très solidaire, très cohérente, qui a un excellent coach. Et voir les Algériens se rassembler autour de leur équipe nationale, c'est quelque chose de fabuleux. Voilà. Et tous les fans de football, il y a 43 millions de supporters. De voir toutes ces images qui circulent, ces beaux matchs aussi que l'équipe nationale a offert. C'est quelque chose de féerique. C'est un pur moment de plaisir de voir. Mais le direct, c'est
il y a beaucoup d'émotions, mais revoir certains passages, certaines parties de tous les matchs, hein, c'est une véritable partie de plaisir. Oui, et surtout la transmission, bien sûr, du match, la retransmission du match, c'est très important. Alors, il y a des décalages entre, bien sûr, des chaînes satellitaires et la chaîne nationale, donc il y en a qui vont voir le but avant tout le monde et ils vont écouter l'émotion de tous. Il y a, sur le nord du pays, tout au moins, il y a une telle densité de la population que comme les Algériens sont branchés l'un sur des chaînes satellitaires, l'autre sur la radio qui émet quasiment en direct. Donc ce petit décalage, c'est le brouhaha du voisinage qui vous alerte qu'un but a été marqué. Donc on Dans le cas où vous n'avez pas la télé chez vous, vous êtes dans un endroit où il n'y a rien du tout, vous pouvez avoir l'écho dehors, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et les ondes arrivent. Hein. Il y a une telle symbiose entre cette équipe, ce drapeau que vous portez si bien, et le peuple qui fait confiance. On a l'impression que c'est une locomotive avec des wagons, avec 43 millions de wagons derrière. Et je pense que le moral d'acier, de fer et d'acier de cette équipe, qui est très solide, lui vient aussi de ce soutien de tout un peuple qui est derrière. Tout à fait. Et nous avons aussi le respect de beaucoup de nations, des pays voisins, notamment les pays, donc, bien entendu, du Maghreb et aussi, bien entendu, étrangers, qui sont là à observer le comportement des supporters. Il y a certains comportements des supporters qui n'est pas beau à voir, mais d'autres, par contre, au niveau des stades, la majorité, du Caire, les supporters ont ramassé tout. C'est une particularité algérienne que nous connaissons et donc depuis... c'est un salut particulier à tous nos supporters. Depuis le 22 février. Hein. Vous savez, dans une communauté, dans une famille, dans une société, dans une équipe, il y a toujours une petite minorité qui laisse à désirer, on va dire. Mais dans la majorité, les supporters algériens, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les commentaires de la presse étrangère qui précisent que le comportement est formidable. Au Caire, la presse spécialisée a noté que les supporters algériens nettoyaient les gradins après chaque match. C'est quelque chose quand même de fabuleux, qu'ils étaient joyeux, que c'est la première fois qu'on voit... Qu'ils transmettaient leur joie de vivre et leur ambiance là où ils allaient. Au reste, que c'est un public qui est très bien discipliné, qui chante, qui porte très haut les couleurs nationales. Et cette fois-ci, on a noté la présence des familles algériennes dans les stades à l'étranger. On avait l'habitude d'accompagner l'équipe algérienne de football, mais c'était, j'allais dire, presque masculin pluriel. Cette fois-ci, il y a des familles avec femmes et enfants dans les gradins aux alentours des stades, dans les foot zones, et c'est quand même quelque chose de fabuleux que de voir toutes les catégories de la société derrière notre chère équipe nationale. Bien sûr, et il y a des personnalités internationales aussi qui s'intéressent justement à cette équipe des Verts, et ils les suivent et on les voit à travers les réseaux sociaux, que ce soit des sportifs et des personnalités autres, bien sûr, qui veulent suivre cette équipe nationale jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on annonce beaucoup de personnalités pour cette finale. On ne va pas vous dire divulguer plus. Divulguer les noms, c'est quand même c'est de belles surprises. Ce sera de très belles surprises. Il faut dire aussi autre chose, que l'engouement des Algériennes et des Algériens pour leur équipe nationale a fait un petit peu tache d'huile. Les gens sont un petit peu jaloux, mais positivement. Et ils soutiennent l'Algérie à travers l'espace africain, l'espace arabe et l'espace maghrébin, et même l'espace méditerranéen. Et quand on voit la joie des Algériens, j'allais dire de 4e, 5e, 6e génération, hein, des Algériens qui ont 25 ans, qui sont Algériens, qui sont de nationalité française, hein, qui sont Algériens dans le sang, qui n'ont jamais mis les pieds sur le territoire national et qui défilent avec le drapeau national. C'est quand même quelque chose de fabuleux. Original, on va dire. Eh bien, en tout cas, merci à vous, Hamid. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Pour la dernière aujourd'hui, puisque vous allez partir en congé. La dernière avant... Le mois d'août. Voilà, avant le mois d'août. De retour. On vous retrouvera bien sûr pour notre émission estivale, Inch'Allah, à partir du mois d'août, début août, Inch'Allah. Voilà. En attendant, bonne chance au vert. Bonne chance en vert, pronostic? Je dirais qu'un 3.0 nous arrangerait bien. Voilà, ça va coïncider avec la chanson. 1, 2, 3, voilà. Voilà, il faut 3. Très bien. Vos joueurs préférés, votre joueur? Non, enfin, le meilleur joueur, c'est le bloc. Ils sont solidaires. C'est vrai. Ils sont solidaires, ils sont beaux, ils sont polyglottes. Quand on voit une conférence de presse, qui est très rare de voir le coach s'exprimer en anglais, en français, en arabe, les joueurs
idem, c'est quand même... C'est ça aussi l'avenir de l'Algérie. C'est L'Algérie 2.0, l'Algérie de nos rêves, c'est aussi Et l'équipe ils sont de très proches foot. de leurs supporters. Et c'est une Algérie qui gagne. C'est Tout à fait. tout le bien que nous souhaitons à l'Algérie. Parfait. Merci beaucoup, Hamid Belkacem. Merci à vous. À très bientôt. Et puis, bon match pour vendredi. Bon match, ouais, pour vendredi. Voilà, on va vous laisser repartir à vos activités. On va continuer notre émission. Je vous invite à apprécier encore ces rythmes et ces chants pour l'équipe nationale.
monde, bien sûr, supporte l'équipe nationale. Vous avez pu le voir à partir donc, de tout le territoire national et pas que, bien sûr, tout le territoire national, mais même au-delà, bien entendu, toute notre communauté est toujours derrière les verres. Nous allons parler cinéma. À présent, avec Nabil Kitouni, il est là pratiquement chaque mardi. Aujourd'hui, exceptionnellement, il participe à notre émission du mercredi. Il est le bienvenu. Bonjour. Bonjour Nabil, comment ça va? Ouais. Bien. Ça fait tout bizarre, d'habitude vous êtes derrière. Oui, oui. D'habitude, je suis avec vous en régie. En régie, voilà. Oui. Aujourd'hui, vous êtes avec moi sur le plateau. Et justement, on a un grand réalisateur parmi nous ce matin. Oui, un grand réalisateur, le Khalarbi. Voilà, d'ailleurs, ça m'a fait... Qui est un enfant de la télé, d'ailleurs. Justement, voilà, vous anticipez. Tout à l'heure, on m'a dit, à votre invité, là, je dis, c'est moi l'invité de ce monsieur. Exactement. Puisque c'est un enfant de la télé, un enfant de la balle, comme on dit, qui a fait les beaux jours de la télévision algérienne. Pour pas dire que les beaux jours sont encore là, j'espère. Ouais. Voilà, enfant de la télé, réalisateur aux multiples facettes, producteur, vous avez été producteur également, réalisateur, scénariste, qu'est-ce que je vous dis, il a fait à lui seul tous les métiers du cinéma. Exactement. Je sais pas, preneur de son, technicien de son, non. J'ai fait. Voilà. Et même mon monteur, je veux dire, fait mon montage, voilà, exactement. Exactement. Plusieurs prix, Écran d'Or, en parlant justement du documentaire qui retrace l'épopée de la résistance au Sud-Ouest, 1855-1935, d'autres documentaires à Dufinik et tout. Et là, en fait, j'ai vu la dernière fois, j'ai pas eu le temps, c'était d'aller voir la projection du film, du film documentaire, d'ailleurs, parce qu'on dit film documentaire, 80 minutes, moyen métrage plutôt, si on veut parler je dirais de normes, c'est 80 minutes moyen métrage, Géryville, on parle de l'Baïa, de résistance et tout, c'est l'itinéraire d'une famille de résistants, sur laquelle, c'est un itinéraire sur laquelle, je dirais, s'articulent des figures emblématiques de la résistance, voilà. Si vous pouvez dire comment ça a été la préparation réfléchie. Et en plus, vous partez d'une idée d'un livre, si j'ai pu suivre, les sources taille, je dirais, de Géryville. Voilà. En tout cas, on vous dit bienvenue parmi nous encore une fois, M. Larbi Lekhal. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup. En tous les cas, pour ce qui est de ce que je fais, je suis en train d'apprendre. Parce que en tout cas, on apprend avec vous. On apprend. J'ai fait un chemin qui est... j'ai fait pratiquement beaucoup de choses à la fois parce que je voulais faire tout. Parce qu'à chaque fois, je me cherchais et de temps en temps, je me retrouve dans un métier ou dans un autre. J'étais correspondant de la chaîne du journal Ouattana Amchar. J'ai fait de la radio une émission sur le cinéma. J'ai fait tous les métiers de l'audiovisuel. J'ai appris avec des gens et je suis encore dans la logique et le processus d'apprendre, à adapter des choses, des livres. Je suis à mon 4e adaptation. Donc ce film, Géryville, je l'ai fait, et c'est pas le dernier parce que j'ai terminé le mois de mars 2018. Enfin, avril. Ça, c'est les aléas de la production. On peut être sur 2 jours. Bien sûr. Tout dépend. Voilà. Non, en 2016, j'ai terminé Géryville. 2018, j'ai fait une épopée de la résistance en Kabylie de la Zaouia Rahmania, de 1832 à 1871. Donc, mon profil, c'est l'histoire. Parce qu'à chaque fois, il faudrait qu'on revisite l'histoire parce que dans cette histoire, il y a beaucoup. C'est beaucoup de recherche. Bien sûr. Et ne pas se tromper. C'est pas moi. C'est pas moi. Au début, oui, je faisais ça. Mais j'ai appris à m'appuyer sur ce que les chercheurs ont fait. Et j'ai essayé de trouver ce lien, ce pont entre l'université et le cinéma. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont dans cette logique. Et puis, nous, les créateurs, enfin les faiseurs d'images, on n'est pas assez pointilleux sur le travail avec l'université. Vous me tendez la perche, c'est justement ça ce que je voulais mettre en relief. J'ai questionné à plusieurs reprises des personnes, des réalisateurs, dont leur dada en premier lieu, c'était de faire des films documentaires. Et je posais la question suivante, parce que
Ça me semblait un film documentaire dans l'idée, on parle de reportage et tout. Quelle est la différence entre un reportage et un film documentaire? C'était d'ailleurs une question que j'avais posée au documentariste Thierry Michel qui avait fait Les enfants du hasard, L'homme qui répare les femmes et tout. Oui, oui. Il m'a dit, il partit d'un tout simple, c'est le reportage informe, le documentaire questionne. Justement pour revenir, c'est dans cette optique-là, c'est de questionner, de rester constamment en train de questionner, je dirais, vous n'amenez pas, ce sont des faits, parce que l'histoire c'est des faits, études, vous questionnez, mettez toujours en action la mémoire pour pas... Ce que j'ai appris dans cette petite carrière, c'est surtout il faut conjuguer toujours au pluriel. Il n'y a pas un reportage, il n'y a pas une approche dans le reportage ou dans... L'humanité, elle a, avec toute cette diversité, avec la multiplication des moyens de communication, on est aujourd'hui dans une phase historique où le documentaire ou le reportage sont dans une logique d'approche, de perception par rapport à beaucoup d'éléments, dont l'identité, la langue, les mœurs, comment dirais-je, toutes les entités, C'est pour cela, dans le documentaire maintenant, chacun a sa vision. Mais comment on aborde un documentaire, contrairement à une... Oui, bien sûr, c'est une écriture comme toutes les écritures. Moi, quand j'ai commencé, j'étais dans le documentaire qui est basé sur l'investigation. L'investigation, c'est-à-dire que je tends le micro et j'illustre avec des images. C'est ça. Aujourd'hui, non. Avec Ar-Rahmaniya, qui est le dernier documentaire, je suis dans la fiction la plus totale. Il n'y a aucune référence c'est une reconstitution. De bout en bout. La seule marge du documentaire reste le commentaire. Parce que cette femme qui revient chez elle 40 ans après, donc à première vue, quand elle est devant la porte de la maison paternelle, elle se voit, c'est-à-dire tout revient dans le flashback. Et c'est à partir de là qu'elle va raconter cette histoire. Mais j'étais dans la limite du documentaire. Justement, là vous dites ça, comment on peut rester fidèle, c'est-à-dire fidéliser quand vous dites la reconstitution et être fidèle, et bon, ajouter cette narration et tout, est-ce que c'est toujours ces lectures, parce que vous avez une démarche universitaire, vous dites vous partez d'une démarche, et comment rester encore, parce que c'est difficile lorsqu'on entame, il y a l'écriture et tout, mais lorsqu'on passe à l'image, comment constituer cette fidélité à travers l'image, ou par l'image pour être plus juste? Bon, c'est toujours par rapport au thème. Le thème nous impose une identification, une projection, et il faudrait trouver les éléments, les outils pour qu'on puisse être dans cette logique. Donc, dans ce cas de figure, moi j'ai adapté ce roman de Madame Moussaoui Rabia, qui est née... non, par rapport à sa famille. Elle est née à Al-Bayad, mais c'est l'opéra Bessaïa. Oui. C'est la sœur Bessaïa, c'est la famille Bessaïa. Donc cette femme, quand j'ai eu l'occasion et l'honneur de travailler avec elle, et c'était la ministre de la Culture, l'ex-ministre, qui m'a donné ce livre. Elle me l'a envoyé, je ne la connaissais pas, hein. C'est elle qui me l'a envoyé avec quelqu'un. Tu le donnes à Al-Khalhabi pour essayer de faire, parce que c'est le Sud, etc. Donc quand on a commencé à travailler, j'ai vu que ce regard d'enfant, il était très très important. Et je me suis projeté dans ce regard. C'est-à-dire moi aussi, bien sûr, sur soi aussi. Il fallait que je me détache de la perception intellectuelle, etc., pour être dans cette... Parce qu'il y a des sentiments, il y a de l'émotion. Ça parle de l'objectivité, cette... Voilà. L'objectivité, c'est les faits, mais le regard, il est détaché de cette logique. Et l'écriture, j'ai fait 7 moutures. C'est pour 7 moutures. La première a été... le Fdatik m'a demandé de réécrire. J'ai réécrit. Et pour la première fois dans l'histoire du Fdatik, ils m'ont demandé à revoir à la hausse le budget. Ça, je dois le dire. C'est bien, ça. Donc, quand j'ai commencé à écrire, chaque fois,
Avec lui, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup. Et c'est ça, malheureusement, on rate. Il y a des ratages de connaître des gens, ou là, des événements, ou là, des moments de l'histoire. Donc, les 7 fois que j'ai refait, à chaque fois, il y avait des événements. Donc, il fallait que je m'adapte à cette mise à jour des événements et de l'histoire. Quand on a terminé, j'ai commencé le travail, parce qu'il fallait penser aussi à la question budgétaire, justement. Il fallait que j'écrive dans la logique de mes moyens. Oui. Alors, quand je dis la question de comment on écrit, comment il y a cette différence, etc. C'est toujours... D'ailleurs, les gens qui sont dans ce métier, qui écrivent et qui réalisent, ils sont du début dans le stress jusqu'à la fin, jusqu'à la projection, ils sont dans le stress. Ils écrivent avec le stress d'être acceptés ou d'être refusés. Ils écrivent, ils sont dans le stress quand ils commencent à tourner, parce qu'il faut chercher l'argent, il faut chercher les moyens. Et la fin, c'est la projection, quand les gens sont là, et ça les a... Le film n'est plus votre propriété, ça ne vous appartient plus, c'est à un moment-là. Il y a toutes ces étapes. On va voir les photos peut-être, puisque vous avez ramené des photos. Oui, ça c'est des photos. Ah, ils avaient pas des photos. Dans un moment justement, les photos du film, et pour comprendre aussi la démarche. Oui, c'est quelques photos retraçant, je dirais, le parcours de l'Arbil Khal. C'était, voilà, quelques 2007. photos, voilà. 2007. Exact. Avec Boudaoud El-Hashmi. Vous avez vu, tu es avec les acteurs, derrière la caméra, et là, on peut parler de voir, oui, la page de Foucault, j'ai fait la figuration. Et les costumes, exactement. Mais justement, je voulais voir, parce que là, vous avez parlé d'un documentaire sur la Kabylie, sur les Algériens et tout ça. Mais on a tendance, ça, j'ai un passe qui a collé les étiquettes sur les gens, d'avoir un regard toujours vers le sud. Le Sud, d'ailleurs, on vous appelle le kid de Béchar, parce que vous avez le kid de Béchar. Est-ce que le kid de Béchar, c'est par rapport au film western que vous voyez souvent, parce que vous avez dit que vous avez regardé beaucoup de films western. Vous aimez ça. Pourquoi le terme le kid de Béchar? Parce que bon, je ne sais pas. Parce que je parle par rapport des travaux. Parce que c'est un lexique utilisé par le journaliste. Oui, voilà, j'ai lu un peu. Oui, j'ai oublié. Comment vous avez déplacé ce regard du Sud vers, je reviens sur ce documentaire. Voilà. Non, d'abord, il faut le dire, parce qu'il faut être sincère avec soi-même. Moi, je suis du Sud, sud de Béchar, natif de Knatsa. Knatsa qui est un lieu, moi j'appelle toujours cette logique de Knatsa avec sa culture et tout, je l'appelle la société saharienne. Entre la mine et la Zaouia, il y a eu un pont extraordinaire. La Zaouia, elle a ramené spiritualité, l'enracinement de toute l'Algérie, parlant surtout culture et religion aussi, c'est-à-dire de l'appartenance, de l'approche divine, qui m'égoulou Qotaba Rabbani. Et la mine qui a ramené beaucoup de culture aussi, le maltais, parlant de l'extérieur de l'Algérie, mais aussi le chaoui, le kabyle, le staifi, le jijli, etc. Et ensemble, ils ont fait une société qui est cosmopolite, qui accepte l'autre toujours, qui est là toujours et qui a créé, qui a donné des choses parce que elle puise sa création, la culture. C'est un enrichissement, bien sûr, pour la région et pour toute l'Algérie. Bien sûr. Donc, ceci dit, moi, j'ai été élevé dans cette logique et j'ai essayé de comprendre pourquoi le Sud est isolé du Nord. À une certaine époque, il y avait l'isolement, il y avait... on n'était pas... D'ailleurs, les gens, pour eux, il n'y avait que le service national qui donnait à l'Algérien cette possibilité d'aller au Sud. Et bien sûr, j'ai essayé de comprendre. En plus de ça, on le désignait du doigt par rapport à certaines logiques géographiques et géostratégiques. Donc, j'ai essayé de trouver les réponses. Mais les réponses ne sont que dans l'histoire. Et moi, je ne suis pas un historien. Donc, j'ai fait la recherche, l'épopée Hada, j'ai fait pratiquement 10 ans de recherche sur cette logique de l'épopée. J'ai un livre que je suis en train de préparer sur cette question, parce que je ne veux pas induire en erreur, ni moi-même,
Ni le lecteur. Ni le lecteur. Et pas du tout l'Algérien, l'Algérie. Donc, j'ai commencé à travailler sur ce thème. Et puis, en travaillant, j'ai trouvé il y avait beaucoup de choses magnifiques. La dernière opération de la résistance, c'était en 1927, où un colonel a été tué juste à côté de Territ par un juge de Muqawama. Donc c'est extraordinaire. Sortir de cet isolement, pour vous, c'était ce mouvement de caméra, c'était votre façon. Voilà, c'était ça. Votre manière à vous de sortir de cet isolement. Comme il l'a fait Yasmina Khadra, comme Malika Moqaddam, comme Jean Lamoureux, comme tous ceux qui sont issus ou ils ont fait un passage dans cette région. Tout le monde a essayé de donner de lui-même, pour ouvrir ces petites fenêtres sur cette région. Je reviens, si vous me permettez, un petit peu sur l'expérience que vous pouvez, parce que vous êtes un ancien de la télé, un ancien, je n'aime pas ce terme de dire ancien, réalisateur qui a fait ses preuves. Quel regard vous portez sur cette génération, j'aime pas dire nouvelle, parce que génération, parce que d'une génération à une autre, leur approche sur leur vision sur le cinéma, je parle fiction, documentaire. Est-ce que nous sommes en train de raconter, c'est-à-dire sans filtre? Est-ce que nous sommes dans une optique de sans filtre? Voilà, parce que moi, d'après les dernières œuvres que j'ai pu voir de cette génération, j'aime pas dire nouvelle, je sais pas pourquoi, réalisateur, nous sommes dans une vision sans filtre. On aime raconter l'Algérie telle qu'elle est, c'est-à-dire avec ses bâtisses, ni de couches de peinture nouvelles, ni montrer ce qui est beau, ce qui doit être beau, voilà ce qui est, voilà ce que nous sommes. De manière crue. L'instant T, pas seulement cru, parce que c'est pas l'instant T avec ses peurs, ses regrets, je dirais, tout, quoi. Comment voyez-vous ça? Vous savez, moi, ça me rappelle beaucoup de choses, cette question. D'abord, il y a une problématique dans notre pays sur le plan audiovisuel. Quand je vois toutes ces chaînes qui existent, il n'y a pas une seule émission de cinéma sur le... Je sais que le NTV avait une émission. Je regrette qu'elle disparaît comme ça d'un jour à l'autre. Mais je dirais que les gens qui doivent être dans cette démarche, oui, il ne faut pas avoir de honte à dire la jeune génération, oui. La jeune génération, parce qu'il y a une ancienne. Voilà. Et quand on parle de jeune génération, ça veut dire qu'il n'y a pas de pont entre ces deux générations. C'est ça le dilemme psychologique. Tant qu'il n'y a pas de pont, c'est pour ça que je suivais cette émission, entre parenthèses, je rends hommage à Amir Nbesh, parce que je me voyais à chaque jeudi que je serais invité pour parler d'eux. Et j'attendais mon tour. Mais j'ai vu en parallèle que les gens qui ont passé, ils m'ont éclairé sur beaucoup de choses que je ne savais pas, malgré que j'ai pratiquement plus de 30 ans dans ce métier. Et ces émissions qui devraient être qui m'a tabakh, qui m'a riyada, qui m'a... c'est-à-dire la grille, une vitrine bien sur le pays, sur la culture de chaque pays, bien entendu. Parce que je considère que la culture, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Les États-Unis, l'Occident, s'il a développé sa philosophie, sa vision de vie, s'il a... c'est-à-dire il a poussé les générations de jeunes de l'Afrique et de l'Asie de venir au risque et au péril de leur vie. Je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle culture. Il y a des rendez-vous incontournables dans une grille. Bien sûr. C'est clair. Le CNC français. C'est clair. Le CNC français, il ne vous donnera jamais d'argent si vous n'êtes pas là pour développer sa culture. Exact. Ça, c'est indéniable. Alors, vous avez, je prends la parole juste pour dire que vous avez touché un petit peu aux thèmes, différents thèmes, et même le sport n'est pas un reste. Là, on en parle parce que nous sommes aujourd'hui aux couleurs des Verts et toute l'actualité du pays tourne autour pratiquement de ses supporters et de cette équipe nationale qui va défendre l'emblème national. Vous avez aussi fait un travail sur un joueur. J'ai pas fait sur le joueur, mais j'ai Ma'al Khadar Berrish, Allah yadbara bil-khair. Il y a un projet qu'on n'a pas encore achevé.
sur l'équipe l'épopée, on va dire. L'épopée de l'équipe nationale FLN. Et il y avait beaucoup de choses aussi, parce que ce qu'ils ont fait eux, aujourd'hui, on est en train de récolter justement cette ferveur, cet amour à la patrie, ce dévouement, etc. Et j'ai compris que il y a toujours une fenêtre. Par rapport à mon profil, à l'histoire, parce que oui, bien sûr. C'est mon dada. Je lis beaucoup, j'ai compris que la vie de l'être humain, elle est basée sur l'histoire. Chacun de nous a une histoire. Et à chaque fois qu'on perd de vue un petit passage de notre histoire, on est devant le dilemme de beaucoup de problématiques. C'est vrai. Donc on est dans cette logique. Et puis le sport, pour moi, maintenant, que ce soit l'athlétisme, ou le football, etc., on avait à l'époque à Bchar un grand sportif, qui, dans la course de demi-fond, je pense, qui a fait beaucoup de choses, mais qui est dans l'oubli, etc. À qui on n'a jamais rendu hommage. Il y a un boxeur aussi, c'est-à-dire Rabbi Rahmou Mskin mat, mais j'allais travailler avec pour parce qu'il était champion de France en 57. Il a tué un boxeur, c'est-à-dire la boxe. Bien sûr. Donc, où c'était la période de la guerre de libération, et il a fui non seulement pour avoir tué, mais il a fui pour rejoindre... Le cas, on peut parler de sportifs, mais on peut parler aussi d'acteurs et tout ça. Exactement. En tout cas, c'est avec cette note... général. Bien sûr. Avec cette note qu'on va clore notre débat. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Monsieur Arabi El-Khal. On vous souhaite bonne chance pour vos prochains projets. Inch'Allah. Et puis, vous avez été invité aujourd'hui sur Canal Algérie avec Nabil Kitouni. Peut-être que demain, vous serez avec Amir Nebesh prochainement, Inch'Allah. Bien sûr, avec la reprise de son émission. Inch'Allah. À très bientôt. Merci, Aïchik. Nabil, merci. À bientôt. On se retrouvera la semaine prochaine. Non, là, on est Ah congé, oui, là, congé, c'est vrai, congé, le là, repos, c'est fini. ça y est. Allez, À bientôt. votre pronostic de l'équipe J'ai Ouais. 3-0. Voilà. 3-0. Vous en êtes tous à 3-0, on verra bien. Ouais, c'est un beau score. Merci beaucoup, bonne journée. Allez, on va apprécier Ciao. Hamidou avec bien sûr sa chanson pour l'équipe nationale avec les enfants. Regardez. يا الخضراء اسمك غالي فرحتي قلوب الناس فرحتي وليد الزوالي عد ما نقطعوا لياس يا الخضراء اسمك غالي فرحتي قلوب الناس فرحتي وليد الزوالي عد ما نقطعوا لياس ان شاء الله. يا اسمي شاطر لي طلي يا الخضرا علي علي يا لمي ما زيدي ولولي فرح علينا ما تناش يا اسمي شاطر لي طلي ويا الخضرا علي علي يا لمي ما زيدي ولولي فرح علينا ما تناش ان شاء الله.
يا الخضرة تحيا الجزاير ورانا مرفوعين الراس فرحتنا تسوى الملاير لعقوبك اليوم الكاس يا الخضرة تحيا الجزاير ورانا مرفوعين الراس فرحتنا تسوى الملاير ولعقوبك اليوم الكاس ان شاء الله De retour sur le plateau et voici les spécialistes du sport. On a le plaisir de les recevoir depuis le début, bien entendu, de cette semaine. Ils sont là tous les jours avec nous pratiquement. Smaïl Belkhaidia, bonjour, bienvenue, ça va? Oui, vous êtes jaloux, hein? Oui, un peu. Vous en aviez un beau hier, avant-hier et tout. Oui, mais bon, je vais le récupérer pour ce soir, Inch'Allah. Tout à fait. Mounia, qu'on a toujours plaisir à recevoir en ce moment, cette semaine. Elle nous régale avec des images magnifiques et des vidéos aussi. Merci. On ne se lasse pas de voir et de revoir. Oui. Comment ça va? Ça va très bien. Vous tenez le coup? Oui, je tiens le coup, ça va. Vous yotez tout? Oui, j'essaie de tout chercher, tout trouver, surtout pour vendredi. Et tout le monde est là à vous envoyer des vidéos. Et tout le monde, vous la première déjà. Vous m'envoyez pas mal d'images. Il y a d'abord jeudi avant vendredi. Oui, il y a jeudi. Voilà. Oui. Jeudi, pourquoi jeudi? C'est une autre journée, c'est tout après. Ah d'accord. Il y aura le bac, il y aura plein de choses, hein, beaucoup d'événements, beaucoup d'émotions. Ah mon Dieu, le bac. Les résultats, c'est demain, 18h. Eh oui, exactement. Alors, allez, on est où l'équipe nationale? Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? D'abord, ambiance décontractée. Oui. L'intérêt, le centre d'intérêt n'est pas au Caire, il est ici. C'est vrai. Parce qu'il y a un pont aérien qui va être établi. On parle d'une trentaine d'avions, ça veut dire ça va donner à peu près 5000 supporters, un peu. Avec les 3-4 000 qui sont déjà là-bas, ça va faire une belle galerie, vous savez, 9 à 10 000, c'est énorme. Oui, c'est énorme, d'abord pour une finale. Et puis, pour l'équipe nationale, c'est un renfort de qualité, parce que le 12e homme, comme on l'appelle, et vous savez pourquoi on appelle le 12e homme ou non? Non. D'accord. Le 12e homme, il y a dans les années 60 et 70, on n'avait droit qu'à un seul remplacement. D'accord. Et on l'appelait le 12e. On n'avait pas, d'abord quand le football a commencé, on n'avait pas de remplaçant. C'était 11 joueurs jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, jusqu'à la fin. Après, on a compris qu'il fallait un remplaçant en cas de blessure. Et il y avait un seul, on n'avait droit qu'à un seul. Et après, les lois ont changé. Maintenant, on en est à 4. En cas de prolongation, on peut faire rentrer un 4e. Tout à fait. Voilà, même les gardiens de but. Les gardiens de but, il y en a combien? 3? Il y en a 3 sur le banc, mais on ne peut faire rentrer qu'un seul, d'accord. On en apprend tous les jours, hein. Nous, oui, c'est pour mettre vous, un les peu... spécialistes du football, et nous, les amateurs, on apprend tous les jours grâce à ces émissions aujourd'hui. Tout est décortiqué. Mais c'est bien, c'est que tout le monde est impliqué, football. Tout le monde s'intéresse. On mobilise les autres. Nous, c'est chaque week-end, c'est notre vie. Et même les joueurs sont sur la toile aujourd'hui. Ils participent à fond à tout. Ils rendent bien à leurs supporters tout ce que le supporter leur a offert comme encouragement. N'est-ce pas, hein, Mounia? Oui, exactement. Il y a pas mal de vidéos qui tournent sur la toile. Des supporters qui, le jour de repos, c'était hier, je pense. Oui, c'est ça? Avant-hier. Ou avant-hier. Voilà, une journée à de la relâche. Piscine, de relâche et tout ça. On l'a vu pas ensemble. Mal. Voilà, on a vu ces vidéos-là. Les joueurs qui chantent. Les joueurs qui chantent, qui dansent, qui relâchent un peu la pression. Souhaitent aussi bon rétablissement aux malades. Voilà, aussi, exactement. Je crois. Oui, il y a pas mal d'images. Ils participent avec nous aussi. Ils ont même, moi j'ai vu la petite vidéo qu'ils ont offert à un chanteur, à Soul King. Voilà, par exemple. Sa chanson, c'était pas mal aussi. Voilà. Alors, on va voir avec vous des vidéos. Vous avez choisi 2. Alors aujourd'hui, j'ai choisi 2 vidéos. Alors, il y a 2 vidéos et des images. Des images, après on va en parler tous les 2. Très bien. Voilà, c'est par rapport à une action qui s'est passée pendant le match, pendant le coup franc. Voilà, que tout le monde est en train d'imiter en ce moment. Trop drôle. Oui. Et puis, on va tout d'abord commencer par la première vidéo. Nous, les Algériens, on adore notre drapeau. On est amoureux de notre drapeau. Si on peut l'accrocher partout, on l'accroche partout. Et la première vidéo, voilà, justement, ça parle justement de ça. C'est un Algérien qui parle du drapeau, qui dit... Regardez-moi ce flottage, j'ai adoré. Voilà, c'est tout simplement ça. On regarde, on y va. Les amis, je vais vous montrer quelque chose vraiment de formidable. Wallah, chauffe. Tu as vu ça?
Ce drapeau-là, même quand il flotte pas comme les autres. Il flotte différemment. Il flotte avec de la splendeur, avec de la gloire, avec de l'animosité. Chauffe, chauffe. Chauffe avec le flottage, chauffe. Ça c'est pas un flottage مليح هذا. Chauffe, chauffe. Regarde, regarde, regarde. Trop drôle. Et il est vraiment en amour avec, bien sûr, l'imagination et l'humour légendaire des Algériens. Voilà. C'est les Algériens. D'abord l'humour, mais aussi la créativité. C'est extraordinaire. C'est plein de... Et ils ont des trucs insoupçonnables. Exactement. Ça. Voilà. Alors, beaucoup donc, de vidéos circulent. On ne sait plus comment choisir, surtout, et comment partager. Alors, bien entendu, les uns sont fidèles à leurs actions, comme on dit, sur le terrain, et d'autres vont aussi piocher dans toutes ces belles images. Exactement. C'est ce que vous faites. Voilà, c'est ce que je fais. J'essaie de trouver les images insolites, les images les plus marquantes. Bon, le drapeau, c'était obligatoire de faire le drapeau. On ne peut pas ne pas parler du drapeau parce qu'il flotte un peu partout dans le monde en ce moment. Il flotte même très loin dans le monde. Partout, on s'est toujours dit, c'est vrai que là où il n'y a personne, il n'y a personne, et on verra un drapeau algérien, même quand c'est pas notre match, même si c'est pas, on parle pas d'Algérie, il y a un drapeau. Quand il n'y a personne, il y aura un Algérien. Il y aura toujours un Algérien. C'est ça la baraka. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Mais avant de continuer avec la deuxième vidéo, on va tout d'abord revenir sur l'action qui s'est passée pendant le coup franc. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle de cette action, quand le joueur s'est allongé. Voilà. Donc, je voulais d'abord poser une question. Est-ce qu'il avait vraiment le droit de s'allonger? Parce qu'on l'a vu quand même parler avec l'arbitre. Alors, sur le plan, on va dire, légal, sur le plan loi, rien ne lui interdit de se coucher là-bas. Du moment qu'il ne touche pas le ballon avec la main, qu'il ne le détourne pas, ça s'est passé, on m'a dit, moi j'ai jamais vu ça, mais il y a un ami qui m'a dit que ça s'est déroulé dans un pays latin, dans l'Amérique latine, et un coup franc, un joueur s'est couché comme ça, un peu pour empêcher, comme on dit, le tir à ras de terre. Voilà. C'est la spécialité justement de Riyad Mahrez. Voilà. Donc comme ils connaissent bien Mahrez, qui est une star, attention. Ça va, j'en ai appris des choses. Voilà. Quand même. On va vous recruter dans le service sport. Et c'est pour ça. Mais l'arbitre est allé pour éliminer toute éventualité. Il ne voulait pas de problème, il m'a dit lève-toi parce que... Et Mahrez a compris qu'il ne devait pas tirer à ras de terre. C'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que, comme c'est sa spécialité, il a changé. Et heureusement, il a changé l'option. Il a caressé le ballon et il l'a mis hors de portée du gardien. C'était incroyable avec ce mur, justement. Et du mur. Parce il faut vraiment lifter le ballon. Le mot exact, c'est lifter le ballon et lui donner autant d'effets de telle façon que le ballon prend une trajectoire. Voilà, il faut qu'il prenne une trajectoire comme ça. C'était très difficile, incroyable. C'est très difficile, mais ça se travaille à l'entraînement. C'est une grande star. C'est pas une graine de star, c'est une grande star. Mais voilà la photo. Voilà, déjà la première photo. Donc là, avec on lui a mis un parasol, comme si on était en train de prendre un bain de soleil au bord de la plage. Alors la deuxième photo, c'est avec les enfants. Tous les enfants se sont mis à imiter, à faire la même chose. Alors on a ici avec le t-shirt, avec le maillot de Mahrez. Alors celle-là, je l'ai vue aussi. Moi aussi, je l'ai vue, Ils sont adorables. On a d'autres photos aussi. Ils s'amusent bien. Ils s'amusent bien. Ici aussi, toujours allongés avec le mur, le ballon. Et la photo. Et ensuite, alors là, c'est un cuisinier. Bon, je pouvais pas passer à côté de celle-là. Celle-là, je l'ai vue, mais j'avais pas compris. Je pouvais pas passer à côté de celle-là. Parce qu'on parle de cuisine, de courgettes, déjà, c'est des légumes. Donc, c'est un cuisinier, sûrement. Moi, j'ai trouvé sur le net, il n'y avait pas d'informations. Donc, c'était juste ça. Donc, je me suis dit, c'est sûrement un cuisinier dans sa petite cuisine, dans un resto ou quelque part, parce qu'on voit bien que c'est un plan de travail. C'est un plan de travail de professionnel, parce qu'il est en aluminium. Voilà. Donc, il s'amusait avec des courgettes pour refaire cette mais image. Il fallait y penser. Fallait y penser. Il n'y a que les Algériens pour penser comme ça. Non, mais la source d'inspiration, c'est un fait de jeu, un but. Mais quel but, vous savez, le but, on va en reparler pendant des années. Non, ça s'est fait aux dernières secondes. C'est ce qui est le plus... Vous savez que c'est le match, il était terminé. Dans le jeu, et l'arbitre, en général, c'est le seul chronométreur du match. Il arrête le match à n'importe quel moment. Mais en général, les arbitres, ils n'arrêtent pas un match quand il y a une action dangereuse. Ils laissent juste après l'action. Donc ça veut dire coup franc,
à la 93e et 40 secondes, donc il restait une dizaine de secondes. Oui, c'est inespéré, on va dire. Presque. C'est comme si on vous donnait un pénalty. Voilà. C'est la dernière cigarette du condamné à mort. Voilà. Il ne fallait pas la rater. Il ne fallait pas la rater, c'est tout. Voilà. Voilà, il y a une citation aussi italienne, je ne sais pas si vous la connaissez, je ne la connais pas en italien, mais je peux vous la donner. On va essayer de traduire. Je vais vous la donner en français. C'est une citation qu'on dit à une femme, on lui dit « Tu es belle comme un but à la dernière minute du... » Ah, d'accord. Donc les Algériens ont été beaux, magnifiques. Comme un but à la dernière seconde. Il n'y a que les Italiens mordus de foot qui peuvent dire. Les Italiens, ils ont dans leur langue de la poésie, la rime, parce qu'ils parlent en chantant, avec les mains comme nous. Parce qu'on est très proches. Et donc, c'est pour ça que seul un Italien ou un Algérien peut dire ce genre de choses. Tout à fait. Allez, une dernière vidéo? Oui, alors la dernière vidéo, on va voir un Algérien en train de danser. Enfin, danser avec le drapeau, bien sûr, fier de le montrer. Mais cette fois-ci, je ne connais pas le pays, mais c'est du côté de l'Asie. Ça, c'est sûr, parce qu'on voit des femmes asiatiques danser avec leur éventail. Ouais. Voilà. Et lui aussi, faire du yoga, etc. Exactement. On l'a tout vu. Oui, on va voir. Allez. Il a aidé. Il a. Tu as... Voilà, les dames, avec la grâce, pareil, les dames imperturbables, et lui, il est tout fier de son emblème national, tout fier de, bien sûr, son algérianité avec son drapeau. Qui ne serait pas fier d'être algérien, mais tout le monde est fier, parce que tout le monde, je crois que c'est le monde... Hier, je disais, pauvres amis sénégalais, ils vont se sentir tout seuls, parce que le monde entier est en train de regarder vers l'Algérie. Il y a énormément de supporters, justement, algériens, peut-être peu de Sénégalais, dans le stade. J'ai une pensée pour mes amis sénégalais. Voilà, il faut exactement. Eh ben, on va voir un reportage, n'est-ce pas, puisque vous êtes là pour nous parler aussi, bien sûr. De notre équipe nationale. Allez-y. Alors, c'est vrai que je disais que l'engouement, pour l'instant, il est là. Oui. Et tout le monde veut partir. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui pourra partir, c'est pas possible. Donc hier, la vente des billets s'est faite au 5 juillet et il y avait foule. Regardez le reportage et... Enfin, mais il faut... C'est la loi de la vie. Eh ben voilà, regardez. Ce n'est pas une surprise. Comme attendu, ils étaient des milliers de supporters et de supportrices à se présenter tôt le matin au complexe Mohamed Boudiaf pour partir en Égypte et assister à la finale de la Coupe d'Afrique et encourager les Verts. J'ai mon passeport et l'argent. J'espère que tout se passera bien et qu'on reviendra avec la coupe. Vive l'équipe nationale et vive l'Algérie. Mon fils travaille, je n'ai pas voulu qu'il s'absente. Il m'a chargé de lui acheter son billet. J'aurais voulu l'accompagner. J'ai passé la nuit ici. Nous sommes de tout cœur avec l'équipe nationale. J'espère qu'on aura la coupe. J'espère qu'on vaincra et qu'on ramènera avec nous la Coupe d'Afrique. On a pris la route à 1h du matin. On est venu d'Oran. Nos rêves se sont réalisés, je n'arrive pas à y croire. J'attends depuis 4 jours. Le transport prévu pour la nuit de jeudi à vendredi de quelques 4800 supporters vers le Caire et la vente des billets d'avion a requis une organisation minutieuse. Le supporter doit être en possession de son passeport biométrique, la somme d'argent nécessaire, un extrait de naissance et 2 photos. En retour, nous lui remettrons ce bon. Ensuite, nous terminons la procédure pour éviter un éventuel problème par la suite. من بعد حنا ناخذوا كل الجوازات هذوك بارف في لي باك ونحبطوهم يتسيزاو يعني بور فاسيليتي لا. Tous ces aficionados prêts à faire le déplacement au pays des pharaons ont un double objectif, encourager les Fennecs et ramener la coupe.
Incroyable, incroyable. Ces dames qui, bien sûr, se sacrifient, ont fait des chaînes, n'ont pas dormi et pour essayer d'avoir un ticket. Et est-ce qu'elles ont eu la le dame ticket aussi qui dit son fils n'a pas pu venir parce qu'il travaille, c'est aussi l'Algérien qui a les valeurs de travail. Il aime son boulot, il ne peut pas partir, mais il envoie sa maman. Eh ben oui. Ça c'est bien. Il a toujours sa la maman qui a créativité, toujours, bien entendu, ce geste particulier envers son fils. La tendresse d'une maman. La tendresse d'une maman, tout à fait. Alors c'était un reportage de Nakhla Al-Arqbi. Il y a donc un deuxième reportage que vous voulez nous proposer aussi ce matin. Bien sûr, parce qu'on parlait de l'engouement du drapeau. Il y a aussi l'engouement pour les maillots, le drapeau, tout ce qui est aux couleurs, ce que vous avez, les écharpes. Et vous savez, ça donne... Le reportage qu'on va diffuser parle de cet engouement des Algériens. Hier, par exemple, moi, je suis allé à la recherche d'un maillot. C'était introuvable. Ah ben oui, c'est vrai. On va voir le reportage. Allez, on y va. Absence de chiffres, la vente des drapeaux algériens sur le territoire national ou à l'étranger a explosé au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors que les préparatifs de la finale de la CAN 2019 battent le plein, les supporters des Fennecs continuent à célébrer la qualification de l'Algérie en faisant encore et encore les emplettes. Les articles sont divers et partent comme des petits pains, ce qui fait d'ailleurs le bonheur des commerçants, comme ici, à Oran. Nous avons des acheteurs de tous les âges, des personnes âgées, des enfants, des jeunes, des dames. Ils veulent tous acheter le drapeau. S'il y a des drapeaux prêts, je les vends sur le champ, sinon le client passe la commande. Nous avons beaucoup de monde, hamdoullah, grands, petits, jeunes, vieux. Les parents viennent acheter également pour leurs enfants. Alhamdoulilah, comme vous le voyez, l'ensemble du peuple est content ici. Ils achètent les casquettes, les drapeaux, les maillots. Nous sommes heureux. Inch'Allah, on va ramener la coupe en Algérie. On est prêt à tout sacrifier. L'essentiel, c'est qu'ils gagnent. Enveloppés de drapeaux verts, blancs et rouges, les inconditionnels des Fennecs ne regardent pas aux dépenses quand il s'agit de supporter l'équipe nationale, toutes catégories confondues. Le drapeau national coule dans nos veines. Il est notre patrie. Déjà, même sans le foot, le drapeau national restera notre fierté. J'ai acheté des maillots pour mes enfants pour fêter la victoire en remportant le match, Inch'Allah. La CAN 2019 et la prestation de la sélection algérienne restera longtemps gravée dans la mémoire de toute une nation. Mais pas seulement, car les Fennecs ont été et de loin la meilleure équipe de cette coupe, galvanisée par des liesses incommensurables. La liesse, bien sûr, et bien entendu, tout cet engouement pour les maillots, bien sûr, de l'équipe nationale et toutes ces dérivés, les dérivés qui vont avec les écharpes, tous les dérivés. Tout ce qui est aux couleurs de l'équipe nationale, tout les à nationales se vendent comme des brioches. Alors, les journaux aussi, j'imagine, la presse, tout le monde veut avoir le scoop, veut avoir aussi l'article qui va aussi vendre le plus de journaux. Tous les journalistes travaillent pour essayer d'avoir l'information de l'équipe nationale, les joueurs et d'où il vient celui-là, d'où il vient celui-ci, etc. C'est vrai, aux origines, on cherche les parents, on cherche où est-ce qu'ils... On a même vu des photos. Des mini-portraits, la télévision aussi a réalisé aussi des mini-portraits de ces joueurs, de leur famille. Oui, hier on a diffusé un beau portrait de la famille Ben Sebaini qui a regardé, on a suivi avec eux, mais c'est hier, on a diffusé. Bien sûr, même dans Bonjour d'Algérie d'ailleurs. Oui, bien sûr, hier on a diffusé. Et ça veut dire aussi l'environnement direct, la famille, le père, la mère n'a même pas voulu, n'a pas pu regarder le match. Exactement. Voilà, donc c'est ça, c'est toute la famille. Eh bien oui, c'est important. Ouais. Vous avez ramené aussi des images de l'équipe nationale. Oui, alors l'équipe nationale, bien sûr, ils n'ont pas dormi. Bon, c'est vrai qu'ils se sont reposés une journée, lâche, détente, parce qu'il ne faut pas oublier que 6 semaines ensemble, c'est un peu dur à assumer. Voilà, au bout de quelques jours, on a besoin aussi de détente. Et hier, avant-hier, ils se sont reposés, mais hier, ils ont repris sérieusement l'entraînement, mais dans une ambiance comme à leur habitude. Alors, vous savez pourquoi on a toujours des images des joueurs autour de l'entraîneur? Parce qu'on ne filme que l'échauffement. D'accord. Voilà, on autorise, parce qu'après, c'est un travail technico-tactique que l'on ne doit pas filmer, divulguer, voilà, donc on ferme. Mais c'est toujours comme ça, donc il y a toujours Belmadi au milieu,
qui est là, qui s'entraîne avec ses joueurs. Donc, et là, ça crée cette communion entre joueurs et entraîneurs. Oui, on le voit là d'ailleurs. Il est là. Et puis, nos amis de la presse qui ne lâchent rien. Vous savez, le moindre sourire, les deux joueurs qui sont là en train de discuter, Moulhi, concentrés, Bezbé, et chacun essaye d'avoir et la bonne image et l'info, et peut-être, vous savez, nous, journalistes, on spécule un peu. Ah, il a regardé, il a tapoté, ça veut dire quelque chose. Ils ont remarqué, par exemple, la veille de la demi-finale, que, eh bien, Belmadi a pris Mehdi Zeffan pendant 1 heure à discuter avec lui en solo. Donc, un tête-à-tête coach entre joueurs. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire tout ce temps? Faut enregistrer. Mais c'est sûr, c'était pour le remonter à bloc. Pourquoi? Pour le gonfler, parce qu'il n'était pas titulaire et il prenait la place de Attal blessé. Donc, et ça a donné une excellente prestation. On n'a pas senti le vide. Très bien. En tout cas, merci pour toutes ces infos. On va continuer à se voir demain aussi. Inch'Allah. On continuera à donner toutes ces informations et bien entendu, ces images, ces belles images avec Mounia, bien entendu. Eh bien, on aura toujours plaisir à vous retrouver et parler de l'équipe nationale. On est à fond avec les Verts. Ah, les Verts, on tous les vive à l'Algérie. Vive à l'Algérie. Avant de se quitter, on va faire une petite dédicace aussi parce qu'il y a donc Jamila Haddad qui félicite Hamidouche Shahinez pour sa réussite à l'examen de fin de cycle moyen et Malik Manel pour sa réussite à l'examen de fin de cycle primaire, bravo, ainsi que Oudak Saadallah Ishaq pour sa réussite à l'examen de fin de cycle primaire, bravo et gros bisous, elle dit donc Jamila Haddad. Et puis c'est Sahraoui Abdelmoumen qui vient d'avoir son ingénierat en télécommunication, mention très bien, donc il y a sa maman Zineb qui le félicite et félicite toute la famille Sahraoui qui félicite donc leur frère, bien bravo. Et puis quant à moi je vous dis en attendant donc des résultats du bac, guettez bien demain, on va en parler aussi. Et puis en attendant, bien sûr, préparez-vous à encore une fois encourager les Verts et on se retrouvera demain pour la suite. Merci à toute l'équipe et bonne journée à vous tous. Au revoir et merci.